Monsieur Kofi Adedi, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes un spécialiste, vous donnez régulièrement des formations par rapport aux risques en management. Alors, la première question qu'on est tenté de vous poser, on constate que ce thème nous paraît nouveau sur le plan de la gestion. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui motivent la vision de la gestion? Exactement. Merci. Et effectivement, nous-mêmes, ayant été employés dans plusieurs sociétés, surtout dans des multinationales, pendant plusieurs années, environ 34 ans, ayant subi des audits et des contrôles, et ayant même été auditeur dans ces structures, il nous est arrivé de constater que les sociétés ou les entreprises s'occupent un peu plus de l'audit financier qui fait un constat des événements que de prévention. Donc nous nous sommes dit, après plusieurs années, il serait intéressant de mettre un système en place pour la gestion anticipée des risques. Voilà. Et donc dans cette démarche, nous pouvons dire que lorsque vous faites un audit, l'audit vous permettra de dire, oui, il y a détournement de 50 millions. Mais nous, dans notre démarche, on viendra vous dire quelles sont les causes de ce détournement. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Comment c'est arrivé? Et on vous dira les dispositions à prendre pour pouvoir éviter à l'avenir de tels manquements. Voilà, globalement, notre vision et la démarche que nous avons entreprise pour pouvoir accompagner les entreprises. Au lieu de vivre dans les risques, il faut vivre avec les risques. Vivre avec les risques, c'est-à-dire les connaître, les suivre et les contrôler. Justement, dans cette démarche et dans le contexte que vous venez de nous expliquer, comment on peut définir un risque dans l'environnement du management? Oui. Alors, un risque, c'est une barrière ou bien un obstacle rencontré ou croisé au cours de la réalisation d'un objectif. Alors, si on reste dans ce contexte, nous dirons que le risque tel que défini d'une façon vulgaire, quand on dit risque, les gens pensent souvent, oui, accident, risque au niveau assurance. Mais non. Nous, notre démarche, c'est du haut en bas, ou bien du bas en haut. Donc, on essaie de regarder tous les aspects, que ce soit financier, ressources humaines, organisation, tout. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est un obstacle croisé au cours de la réalisation d'un objectif, il y a un point important qu'il faut noter, c'est l'objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut contrôler que ce qui est mesurable. Si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, il faut d'abord un objectif et voir quelle est votre démarche pour atteindre cet objectif. Et au cours de la réalisation de cet objectif, lorsque vous croisez un obstacle, ça fait l'objet en ce moment d'un risque. Et pour pouvoir éviter ça, nous ne sommes pas dans la démarche de croiser le risque, nous sommes dans la démarche d'éviter le risque. Il n'y a pas de risque zéro, certes, mais il vaut mieux les identifier bien avant. Absolument. Le mot risque, c'est vrai, on ne le dira jamais assez, fait très peur. Comment vous l'appréhendez, vous, très chers téléspectateurs, notre spécialiste en immersion des populations, autrement appelé journaliste reporter d'image, Emmanuel Bonzo, grâce à lui, nous dit tout. La plupart du temps, c'est dans les entreprises d'une certaine taille qu'on a le pôle gestion des risques et surtout dans les entreprises du secteur financier comme les banques, les assurances et autres, et les microfinances également, où cette approche est vraiment systématique. Mais dans les entreprises de prestation de services ou les entreprises de production de biens, il en existe, mais pas forcément, ça dépendra du niveau de maturité, comme je l'ai dit tantôt, de l'entreprise. Il faut dire que la particularité de l'aspect comptable du commissaire aux comptes, pour revenir à mon métier de base, c'est que la gestion des risques est standardisée dans des normes en fait. Donc nous avons les normes spécifiques sur par exemple nos missions d'audit qui sont les normes, des normes d'audit internationales qu'on appelle ISA. Également nous avons un code d'éthique. Ce code d'éthique-là également gère un certain nombre de risques puisqu'on est censé, en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, être indépendant sur les dossiers sur lesquels on intervient. Dans mon métier, on peut être poursuivi
par un client parce qu'on a fait une prestation qui ne respecte pas, je dirais, les obligations normatives de notre profession. De façon générale, pour les entreprises, c'est bien de mettre en place une gestion des risques, donc avoir même un département, soit interne ou externe, d'un conseil qui nous accompagne dans la gestion des risques. Mais il faut dire que très souvent, les entreprises ne le mettent pas en œuvre parce que c'est quand même coûteux. Justement, on parle ici du coût de la démarche, mais on va revenir dans la floraison de secteurs d'activité qui existent. Quels sont les risques qu'on pourrait rencontrer et puis comment s'orienter vers le bon auditeur? Dans notre démarche, nous avons pu identifier et classer les risques en deux types, ce que nous appelons les risques exogènes et les risques endogènes, c'est-à-dire les risques internes et les risques externes. Alors, je peux dire, dans la classification des risques externes, que nous appelons les risques structurels, c'est des risques qui sont liés même à l'activité, à l'implantation, au type d'activité, à l'environnement des affaires, qui sont vraiment des risques qui sont indépendants du fonctionnement de l'entreprise. Alors, je donne un exemple. Vous voulez créer une charcuterie, vous voulez vendre de la viande du porc et vous vous installez dans une région musulmane. Bon, pour une interrogation. Est-ce que le choix est bien fait? Est-ce que votre activité est bien définie? Est-ce que l'implantation est bien définie? Ça, c'est un risque. Alors, je reviens un peu maintenant sur la deuxième catégorie de risques, les risques endogènes ou les risques fonctionnels, les risques qui sont liés à votre fonctionnement, les risques qui sont liés dans votre vie de la société. Je prends par exemple, il y a les postes, il y a les procédures. Généralement, vous rentrez dans la plupart, 80% des entreprises que moi j'ai visitées, vous allez vous demander le manuel des procédures, il n'y en a pas. Tout le monde est là, on sait qu'il travaille comme ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça, il travaille comme ça, mais il n'y a pas une maîtrise totale de toute l'activité confinée dans un manuel de procédure que tout le monde peut consulter pour savoir quelle est la démarche, le travail que telle personne fait, il doit servir pour l'autre, dans quelles conditions, à quel moment, à quelle heure. Il n'y en a pas. Monsieur Adedi, on a la chance de vous avoir sur ce plateau, on va en profiter. Bien souvent, les gens confondent aussi certaines choses au niveau de leur poste. Je prends un exemple concret. Un enseignant qui touche son salaire d'enseignant, qui à la faveur d'un mouvement politique devient député, bien occupe une haute direction. Et celui-ci offre sans permis de conduire, sans ceci, sans cela à la jeunesse de son mouvement. Alors, et quand on fait les audits, on ne sait pas à quel moment le simple enseignant, entre guillemets, a eu l'argent pour donner ses 100 permis de conduire, pour parrainer toutes ces choses-là. Alors que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de fonds de souveraineté. Et pourtant, quand on fait les audits, ces personnes-là s'en sortent toujours. Surtout quand elles sont toujours dans le même camp. Ça, c'est quoi? C'est le risque, c'est l'auditeur qui est en faute, c'est le risque qui est... Expliquez-nous tout. Oui, alors, donc, pour arriver à un résultat d'un audit, il y a deux facteurs. Il y a l'audité et l'auditeur. Et à l'intérieur, il y a l'organisation de l'audit, la procédure. Quelle est votre démarche? Quelle est la démarche qu'a suivi l'auditeur? Et comme je disais tout à l'heure, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il veut avoir comme résultat? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il cherche? À partir de là, à partir de cet objectif, il va se dire, quelle est ma démarche? Comment j'opère? Je contrôle ses revenus. Je contrôle ses dépenses. Et je contrôle son environnement. Voilà. Donc, les résultats dépendent tant de l'auditeur que de l'audité. C'est très important. De la méthode que vous utilisez pour pouvoir... L'auditeur aussi, il y a un risque? Il y a un risque, évidemment. Il y a un risque. Ah oui. Cela m'emmène à la question de savoir, M. Adedi, quelles sont les charges ou le cahier de charges des auditeurs? Parce que vous avez parlé d'un manuel de procédure. Donc, quel est le manuel de procédure des auditeurs? Quel devrait être Oui, exactement. Il y a une question bien posée. Quelle devait être? Alors, la démarche, un auditeur ne peut auditer que
ce qui est mis en place, il cherche en fait une conformité de ce qui est mis en place ou de ce qui doit se faire. Il y a généralement les auditeurs internes, les auditeurs externes, et puis le cabinet de commissariat au compte, etc., etc. Donc, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, vous définissez le cadre de l'audit. Bon, un auditeur, quand il vient, on ne peut pas dire, bon, vous arrivez et puis vous commencez. Donc, le cahier de charge doit comporter, d'abord, du côté de l'auditeur, par le besoin même d'abord de l'entreprise, parce que je veux vérifier telle information, je vais vérifier telle procédure, je vais vérifier tel service ou le fonctionnement de tel service. Et voilà mon besoin. Et l'auditeur, il vient pour définir le cadre où, en fonction de sa connaissance et en fonction du fonctionnement de l'entreprise. Parce que vous pouvez faire un audit financier dans une entreprise et votre démarche est différente d'une entreprise à une autre parce que le mode de fonctionnement, les procédures mises en place ne sont pas les mêmes. Vous ne venez pas avec votre connaissance théorique pour dire voilà comment ça doit se faire, voilà comment ça doit se faire. Dans le cadre de votre entreprise, voilà ce que vous avez dit de faire et voilà ce qui a été fait conformément à votre existence, à votre procédure. Mais s'il n'y a pas de procédure, en ce moment, c'est à vous de définir pour l'entreprise qui est peut-être, ou les patrons qui sont moins connaisseurs, de leur dire voilà l'organisation qu'il faut mettre en place. Justement, parlant de patrons à qui il faut parler, est-ce que les patrons qui ont beaucoup de personnes dans leur organigramme prennent des risques? Il y a des directeurs, sous-directeurs, sous-sous-directeurs, chefs de département, chefs de section, chefs de sous-section, sous-chefs de section. Est-ce que l'organigramme, quand il est touffu, est un risque? Évidemment, l'organigramme, quand il est touffu, il y a des risques. Pour la simple raison que lorsque vous mettez trop, lorsque la liste de contrôle est trop élargie, il n'y a plus de contrôle. Ah. Pour une opération donnée, vous devez du début jusqu'à la fin, vous mettez 5 personnes. Lorsque la deuxième personne prend le document, généralement le contrôle strict s'arrête à la deuxième personne. Ah. Le premier, il a fait le travail. La deuxième personne prend le même travail, doit contrôler. Quand il regarde avec un peu d'attention. La troisième personne, il ne regarde plus tellement, il dit, bon, le premier a fait, le deuxième a contrôlé. Donc, autant le cadre de contrôle est élargi, il n'y a plus de contrôle. Donc, il faut plutôt responsabiliser les gens. Et lorsque vous savez que tel événement ou telle faute vous est imputable, vous faites plus attention que lorsqu'on vous dit que la faute vous est imputable. Très bien. Alors, j'avais souvent donné l'anecdote de... Pour terminer. Oui. Voilà. Lors de nos formations, nous disons, alors je vais permettre de vous le lire si vous voulez. Alors, prenons par exemple un cas où il y a 4 personnes. Et il dit une personne qui s'appelle tout le monde, une autre personne qui s'appelle quelqu'un, l'autre s'appelle chacun, et la quatrième personne s'appelle personne. Ça nous donne le fil conducteur, de la responsabilité des uns et des autres en entreprise. Donc, il faut faire très attention et responsabiliser chacun vis-à-vis de ses tâches pour pouvoir avoir de bons résultats. Merci à vous, M. Adedi, pour votre participation en ce lundi. Et nous, on va faire une petite digression avec le thème rester responsable face à tout ce qui se passe au niveau sanitaire. Respectons les consignes d'usage et puis on aura une bonne santé. Bonne journée à vous et puis on se voit demain.